présenter les résultats obtenus dans le cadre de défilés sur les trajectoires d'ingestion, de production et de mobilisation selon le potentiel génétique d'état corporel en race Holstein. Donc, on sait que le début de lactation est un enjeu pour la vache laitière et particulièrement en race Holstein, parce qu'il y a une très forte augmentation des besoins énergétiques pour produire du lait, qui est compensée en partie par l'augmentation de l'ingestion. Mais comme elle n'est pas suffisante, elle nécessite aussi la mobilisation des réserves corporelles. Lorsqu'elles sont mesurées sur des temps courts, la mobilisation et l'efficience alimentaire, donc qui sont approchées notamment par le lait et l'ingestion, peuvent être confondues. On a donc besoin d'étudier les trajectoires sur des temps beaucoup plus longs, pour couvrir la reconstitution des réserves corporelles et d'étudier les relations génétiques entre les trajectoires donc de lait, d'ingestion, de poids, de NEC. L'efficience alimentaire du point de vue génétique, c'est aussi un enjeu pour la sélection. Donc, une sélection génomique serait possible à partir d'une population de référence de taille suffisante. Donc, je fais un aparté pour rappeler le principe du calcul des index génomiques. Donc, on a une population de référence constituée d'animaux qui ont des phénotypes et des génotypes. Donc, ces génotypes sont obtenus à partir de puces ADN qui contiennent des milliers de marqueurs génétiques. Et donc, dans cette population de référence, on peut estimer les effets de chaque marqueur pour nos différents phénotypes. On a ensuite une population d'animaux candidats à la sélection, donc par exemple des génisses à mettre à la reproduction ou des futurs taureaux d'insémination. Donc dans cette population de candidats, elle présente les mêmes caractéristiques génétiques que la population de référence, par exemple c'est la même race. Et donc ces candidats sont génotypés. Et à partir des effets qui ont été estimés dans la population de référence, on peut prédire le potentiel génétique de ces candidats. Donc l'enjeu pour la sélection, c'est de produire des prédictions génomiques d'efficience alimentaire chez des animaux sans performance et avec une assez bonne précision pour que la sélection soit efficace. Et donc pour ça, on a besoin d'assembler des jeux de données de taille suffisante. Et dans cet objectif, il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc, par exemple, les fermes expérimentales comme on a en France, des réseaux de fermes commerciales comme ça existe aux Pays-Bas, et la mise en commun de données au niveau national comme aux États-Unis ou voire au niveau international comme ça existe pour le consortium GDMI. Donc, dans le cadre de défilés, le périmètre est trop réduit pour constituer une population de référence pour produire des index, mais c'est suffisant pour répondre à certaines questions génétiques. Donc, il y a une question globale qui est: peut-on limiter la mobilisation en début de lactation? Et au niveau génétique, la question c'est: peut-on le faire grâce à un index déjà existant, et en l'occurrence l'index corporel pour nous? Donc, on a deux sous-questions, toujours en gardant l'objectif de regarder ce qui se passe sur le long terme. La première question, c'est: l'index reflète-t-il bien l'état corporel tout le long de la lactation? Parce qu'il est calculé actuellement à partir d'une seule note en milieu de lactation. Et a-t-il un effet sur la mobilisation au cours de la lactation? Donc, en d'autres termes, est-ce que les variations d'index se traduisent par des trajectoires différentes de production, d'ingestion, de NEC et de poids? Donc, pour répondre à ces questions, on a mis en place un protocole OPIN, qui est une unité expérimentale INRAE située dans l'Orne. Donc, des vaches Holstein ont été procréées pour créer une sélection divergente sur l'état corporel. Donc, elles ont été procréées à partir de taureaux dont les index EC étaient soit supérieurs à plus 0,5 pour obtenir des filles EC+, donc censées être plus grasses,
soit des taureaux qui avaient des index EC inférieurs à moins 0,5. Pour obtenir des filles EC-, nous devrons être plus maigres. Donc là, en fait, la divergence entre les deux lignées, on attend un point d'écart d'index entre ces deux lignées, ce qui représente 0,5 points de NEC. Donc les vaches sont hébergées en stabulation sur toute la lactation, avec 32 auges autopeseuses pour environ 60 vaches. Elles sont alimentées en ration complète, puis c'est passé en ration semi-complète avec de l'ensilage de maïs, d'herbes concentrées, toute autre colza minérale. Et cette ration est distribuée de façon automatique. Donc, les vaches ont été soumises à différentes mesures, donc l'ingestion individuelle, la production de lait, la composition du lait, le poids, l'état corporel, des paramètres métaboliques sanguins, et puis tous les événements de santé et de reproduction ont été enregistrés. Donc, les effectifs qui étaient prévus pour défiler étaient de 220 vaches pour 280 lactations, avec à peu près 2 tiers de L1, 1 tiers de L2. Malheureusement, les effectifs n'ont pas été atteints au pain à cause d'un retard d'installation d'équipement. Mais heureusement, on a pu combiner les données du pain avec les données des fermes de Méjusaume et des trinotières. Donc, le jeu de données total, il représente 482 vaches, donc 435 génotypées pour 686 lactations. Et la répartition, c'est à peu près une petite moitié de L1, un quart de L2, et le reste s'étale entre des rangs 3 et 7. On a sélectionné des données jusqu'à 250 jours de lactation. Et donc, on a gardé pour le lait environ 126 000 données, environ 100 000 données d'ingérés, 6 500 NEC et environ 100 000 poids. Donc, voici les résultats des performances de lactation. Je précise que c'est toute lactation confondue. Donc, pour le lait, on voit une forte augmentation en début de lactation jusqu'à 35 jours, donc avec une augmentation d'environ 20 kg, puis une baisse progressive jusqu'à la fin de la lactation, donc assez classique. Pour l'ingéré, on voit aussi une augmentation en début de lactation jusqu'à arriver à un plateau à environ 70 jours. Donc, cette augmentation représente à peu près 10 kg d'ingéré, un petit peu moins de 10 kg d'ingéré. Et pour les poids, en fait, on voit une diminution en tout début de lactation avant 15 jours, une diminution d'à peu près 10 kg, 10-15 kg. Et ensuite, une augmentation continue jusqu'à la fin de la lactation. Alors, c'est la perte assez limitée et puis l'augmentation tout au long de la lactation peut s'expliquer par le fait qu'on a quand même une grosse proportion de primipares, donc qui ont une croissance qui continue. Et ensuite, pour la note d'état, donc on peut voir que les variations sont beaucoup plus importantes que pour les autres caractères. C'est notamment dû au fait qu'on a un nombre de données beaucoup plus faible. Et puis, on a aussi des stades de notation et des notateurs différents entre les fermes, ce qui explique les variations. Si on regarde la courbe de tendance, on voit en début de lactation une légère baisse de NEC qui reprend à peu près à 70 jours et qui remonte progressivement jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'on a regardé les résultats des performances brutes, on va chercher à répondre à nos questions de départ sur l'effet de l'index sur ces performances. Donc, il y a d'abord eu une correction du lait pour les taux, donc suivant la première formule décrite. Et puis ensuite, on a analysé les différentes trajectoires, donc de production, d'ingestion de poids et de NEC, pour chaque stade.
Et donc, la formule qui a été, le modèle qui a été appliqué pour les différents perfs à chaque stade, c'est un modèle qui comprend un effet fixe combinant la ferme et le jour de contrôle, un effet de la courbe de lactation intra-parité, avec la parité représentée par primipare vs multipare, et qui est fonction du stade de lactation. Et ensuite, une régression sur l'index état corporel, qui est fonction du stade standardisé. Et en fait, c'est cette régression, la partie en violet, qui va nous servir à mesurer l'impact de l'index état corporel sur nos performances. Donc, pour visualiser les résultats, on crée des classes d'index état corporel. Vous voyez dans le tableau, au milieu, il y a une classe 0 qui correspond à des index donc des femelles entre moins 0,5 et plus 0,5, qui est une classe avec pas mal d'effectifs, qui correspond à des femelles qui n'ont pas été sélectionnées et dont les parents n'étaient pas assez divergents. Et ensuite, vous avez la classe extrême moins, qui a des index inférieurs à moins 1, la classe extrême plus, qui a des index supérieurs à plus 1, et puis les deux classes intermédiaires. Donc, l'analyse de l'ANEC permet de répondre à la première question, qui était l'index EC reflète-t-il l'état corporel tout au long de la lactation? Donc, vous pouvez voir sur le graphique en noir, la courbe noire, c'est la classe EC0. Et ensuite, vous avez les courbes rouges pour l'extrême EC-, orange pour l'intermédiaire EC-, et puis en vert foncé, l'extrême EC+, et en vert clair, l'extrême, le C- intermédiaire. Voilà, le code couleur sera toujours le même pour la suite de la présentation. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que la note d'état est toujours supérieure pour les EC+, quel que soit le stade de lactation. On voit un écart en début de lactation qui est d'environ 0,4 points entre les extrêmes, et qui monte à 0,8 points sur le milieu de lactation. Donc on peut voir que malgré le fait que l'index est basé sur un point en milieu de lactation, en fait, il reflète bien, les courbes sont assez stables, elles ne se croisent pas, elles ne se rejoignent pas, même s'il y a une amplification. Les courbes sont assez stables pour dire que l'index reflète bien ce qui se passe, le comportement de l'ANEC tout au long de la lactation. Donc la réponse est oui. Ensuite, si on regarde ce qui se passe sur le lait, donc là, on voit que les EC-, ont une production toujours supérieure aux EC+, quel que soit le stade de lactation. Donc, on a en début de lactation une différence entre les extrêmes de 0,6 kg de lait par jour et ça monte à 2,4 kg par jour sur le milieu de lactation. Quand on regarde le lait corrigé, on a exactement les mêmes conclusions. Ensuite, quand on regarde l'ingestion, on peut voir qu'en début de lactation, les EC- ont un démarrage plus lent sur leur ingestion et toutes les courbes se rejoignent à partir de 90-100 jours de lactation. Alors, l'inversion qui se produit après, elle peut être considérée comme non significative et c'est plus un effet de la forme parabolique de la courbe. Donc, en début de lactation, on observe entre les extrêmes une différence de 1,5 kg d'ingérés de matière sèche par jour. Si on passe au poids vif, donc là encore, les EC- ont des poids inférieurs aux EC+, quel que soit le stade de lactation.
On a même une courbe une amplification des différences, une légère amplification des différences au fil de la lactation. Donc, si on regarde le milieu, on a une différence entre les extrêmes d'environ 65 kg de poids au bénéfice des EC+. Donc, pour résumer les résultats de cette étude, ce qu'on peut dire, c'est que les index génomiques état corporel, dont la prédiction ne dépend pas des performances, induisent des effets marqués sur l'état corporel dans le sens attendu, tant mieux, et qui s'amplifient au cours de la lactation. Et ils ont aussi des effets marqués sur les caractères qui influencent l'évolution de l'état corporel. Donc, un potentiel génétique d'état corporel maigre se traduit par une production plus élevée, mais une ingestion et un poids plus faibles. Leur déséquilibre dans leur phase de transition est donc accru chez les vaches à potentiel maigre. Il est accru entre leurs besoins et leur adaptation initiale d'ingestion qui est plus lente, avec forcément des risques également accrus sur la reproduction et la santé. Voilà, je voulais remercier les équipes des fermes du Pin, de Méjussom et des Trénotières pour la récolte des données, et mes collègues Didier Boichard et Pauline Martin pour l'aide sur les analyses. Merci.